Qui n'a jamais rêvé de vivre une double vie, de se faire passer pour un autre, d'être autorisé à mentir tout en étant pleinement acteur de la marche du monde? Ce quotidien, c'est celui des officiers de renseignement de la Direction générale de la sécurité extérieure, la DGSE, des anonymes qui s'affairent dans les coulisses de l'histoire pour défendre les intérêts français. Le destin peu commun de ces soldats de l'ombre constitue le secret le mieux gardé de l'État français. Presque rien n'est su de leur mission, de leurs véritables identités, de l'ordinaire de ces femmes et de ces hommes, et ce souvent bien longtemps après qu'ils aient quitté leurs fonctions. Cette existence hors norme a récemment été popularisée par la série d'Éric Rochant, Le Bureau des légendes, diffusée sur Canal+ depuis avril 2015, première fiction française à avoir eu accès à la véritable boîte du boulevard Mortier. Le Bureau des légendes nous dévoile un univers froid, très éloigné des habituels fantasmes associés à l'espionnage. Du recrutement au retour de mission, la série offre une plongée dans cette existence solitaire, périlleuse, au plus près des enjeux sécuritaires contemporains. À quoi ressemble la véritable vie des espions français ? Quelle est la part de fiction dans ce quotidien hors norme ? J'ai consacré plusieurs années de ma vie à cette dernière question. J'en ai même fait une thèse de philosophie à la Sorbonne, consacrée à la fiction d'espionnage. Je voulais vous faire partager ce monde que j'ai eu la chance d'entrevoir pendant toutes ces années de recherche. Je suis Pauline Blisten et vous écoutez Espion, une vie sous légende. Aujourd'hui, premier épisode, l'entrée dans la clandestinité. J'avais vu une photo de vous, mais j'étais pas sûre. Bonjour. Je suis Marina Loiseau. C'est un honneur, hein, vraiment. C'est une chance. 2 hommes au comptoir derrière vous. Costard bleu, Non, un peu plus à gauche. un grand en veste, chemise rose, et un type en blouson de jean, 30 ans à peu près. Parfait. Je voudrais leur nom, prénom, profession, numéro de portable. Je vous donne un quart d'heure. Pour moi, Mathieu Kassovitz, acteur. un clandé, c'est quelqu'un qui ne devrait pas être là. Et pour la série ? C'est quelqu'un qui doit être là. Vous allez apprendre à approcher les gens tout en gardant la bonne distance. Ni trop loin pour en savoir le plus possible, ni trop près pour ne pas influencer la cible. Votre mission, c'est de connaître les gens sans vous faire remarquer. Vous n'êtes pas agent, vous êtes clandestin. Un agent clandestin, donc, c'est un agent qui est envoyé à l'étranger, Sarah Giraudot, actrice. qui est envoyé sur le terrain pour rencontrer des gens et approcher des potentielles sources, pour petit à petit pouvoir envoyer des informations à la DGSE sur ces sources et à un moment donné obtenir des informations en tout cas intéressantes pour la DGSE. Il part sous légende parce qu'il ne faut absolument pas qu'on sache qui il est et donc effectivement il joue un rôle. Clandestin, c'est quelqu'un Florence Loirecaille, actrice. qui est sur le terrain, qui opère sous légende, c'est-à-dire qu'il a une fausse identité, généralement un travail qui est le sien, hein. Ça peut être traducteur, professeur de français, sismologue comme Marina Loiseau. Il faut que la légende colle aux capacités professionnelles des gens. Et ensuite, sur le terrain, il s'agit effectivement d'approcher des cibles qui seraient susceptibles d'intéresser la boîte, quoi. Ça, c'est Aladdin, notre cible, depuis 2 mois. L'ingénieur nucléaire. Et on en est où avec lui? On est en train d'établir la liste des renseignements auxquels il peut avoir accès. Pour le moment, elle correspond bien à notre liste de courses, mais on a besoin de la compléter avant de vous la soumettre. Si on veut obtenir de ces personnes des renseignements, Camille de Castelnau, scénariste. pour ça, il faut bien connaître les personnes et parfois bien les connaître intimement. Enfin, quand je dis intimement, ça ne veut pas du tout dire coucher avec eux, mais ça veut dire les connaître, connaître leur personnalité, en fait, et leurs points faibles, qui sont en général l'argent, l'ego, parfois, mais je pense de moins en moins, ça doit dépendre des pays, mais parfois un vice caché, voilà. C'est en agissant sur les points faibles qu'on peut manipuler les gens et leur demander plus ou moins directement d'ailleurs de fournir du renseignement. Le renseignement humain qu'on oppose au renseignement, disons, numérique, digital, technologique, Éric Rochant, créateur et showrunner. passe en général aussi par la clandestinité, puisqu'il faut soutirer des informations à des gens qui ne veulent pas les donner, des informations qui sont importantes pour le pays, et donc il faut leur soutirer d'une certaine manière, en général sans qu'ils sachent qu'ils sont en train de les donner. Donc soit on les vole, soit on les pousse à les communiquer. Bon. Et ça demande évidemment la clandestinité. Mais
Le Bureau des légendes, c'est un peu plus large. Étant une série sur le renseignement, c'est une série quand même qui aborde cette idée de la clandestinité, du masque, du leurre, du mensonge. Et du secret, évidemment. Le secret, c'est ce qui est séparé. Hélène Leuillet, philosophe et psychanalyste. C'est ce qui est mis à l'écart. Donc l'action secrète, c'est l'action qui est parallèle, qui n'entre pas dans les grands cadres de la politique. Ça semble rejoindre exactement, être synonyme de la clandestinité. À ceci près que la clandestinité, ça vient quand même d'un adverbe latin, clam, qui veut dire caché, et qui vient du verbe sceller. Donc le clandestin, c'est celui qui est scellé, qui est sous-scellé. Donc il y a vraiment dans la clandestinité une idée qu'il n'y a pas exactement dans celle de secret, qui est le caché. L'action secrète de l'État, si elle suppose des opérations clandestines, ce sont forcément des opérations qui se situent pas en marge de la légalité dans les États que nous connaissons, puisque c'est l'État qui s'en porte garant, mais disons, qui oblige à avoir recours à des choses qui, pour les citoyens, sont illégales, comme changer d'identité, dissimuler son apparence, comme doit faire, effectivement, un clandestin. Et la carte d'identité ? Ah, j'ai pas retrouvé encore. Comment c'est possible ? Moi, j'ai 2 grosses malles remplies d'affaires, je les ai pas encore tout déballé, donc dès que je la retrouve, je vous la ramène. Ok. Rien d'autre ? Non, tout est là. À nous alors ? On va tout vérifier. Adresse mail ? plefebvre@gmail.com. Ok, il n'existe plus. La clandestinité, c'est un mode opératoire, un moyen qui permet de cacher les actions d'un service de renseignement. Damien Van Puyvelde, chercheur. Donc la clandestinité, ça contribue au secret, mais c'est pas exactement le secret. La clandestinité s'appuie de manière pratique sur une légende, c'est-à-dire se créer une nouvelle vie. Elle s'appuie aussi sur une couverture, un faux métier, de préférence quelque chose d'assez banal, et un métier en rapport avec l'environnement dans lequel le clandestin ou l'agent illégal va travailler. C'est un mode opératoire qui sert 2 types d'activités spécifiques quand on parle d'activités de renseignement. D'une part, la collecte d'informations protégées, plus particulièrement à travers le renseignement opérationnel et le renseignement humain, et d'autre part, les activités qui visent à influencer l'état du monde de manière plus directe, ce qu'on appelle en France les actions clandestines. Je pense qu'il est important de noter dès le départ que la clandestinité, c'est vraiment un mode opératoire qui s'applique à certaines activités de renseignement, mais certainement pas toutes les activités de renseignement, et que donc quand on parle de clandestinité, on parle vraiment d'une relativement petite partie de ce que font les services de renseignement. Il ne faudrait pas penser que cette zone secrète de l'État des services dits secrets ne fasse que des opérations clandestines. Il y a tout un travail sur le renseignement ouvert, comme on dit, qui ne se fait pas de manière ouverte, parce que là encore, il ne faut pas montrer qu'on s'intéresse quand on s'intéresse. Ceux qui vont agir sous couverture, avec des faux papiers, avec des faux noms, avec une légende, sont quand même relativement moins nombreux que les autres. Jean Guinel, journaliste. C'est-à-dire, ce sont des gens qui, dans le cours de leur carrière, vont avoir des périodes dans lesquelles ils seront clandestins, voire pour ceux qui appartiennent à certaines entités du service, comme la direction des opérations, vont être plus clandestins que les autres. Si vous avez un agent de la direction du renseignement qui part travailler dans une ambassade pour quelque temps, où il va avoir une fausse identité le temps de sa mission, et puis après il reviendra aux choses classiques. Les gens qui appartiennent à la direction des opérations et au service action, eux, vont beaucoup plus souvent avoir recours à l'identité fausse ou à la falsification intégrale sur leur personnalité. C'est plus fréquent là. À ma connaissance, ça se passe essentiellement à la direction des opérations et sans doute aussi à la direction du renseignement. Quand un clandestin fait sa mission, exécute sa mission pour le compte des services spéciaux, il est une personne avec pour principe de base qu'on ne le relie pas au gouvernement français. Alors maintenant, celui qui fait une mission ponctuelle ou celle qui fait une mission ponctuelle va être envoyé sur un terrain pour un temps donné, va prendre une identité fausse et puis il va la rendre après. Et puis vous en avez qui sont infiltrés, qui ont des vies entières
complètement masqués, qui agissent à l'étranger et qui vivent en France sous leur identité fausse aussi. La clandestinité serait une main invisible, en fait, qui essaierait de faire changer le cours de l'histoire. Alexandre Papa Emmanuel, chercheur. Ça serait évidemment de transformer peut-être un certain équilibre du monde sans jamais qu'on ne puisse remonter à la source du qui fait quoi. La clandestinité, c'est de ne pas se faire prendre la main dans le sac, c'est d'agir derrière un écran de fumée. Ça induit un certain nombre d'actions, c'est-à-dire que on va agir avec des proxys, des intermédiaires. On va essayer de couper en fait le lien entre celui qui a fait et celui qui a pris la décision. Et donc la clandestinité, ça passe par plein de choses. Ça passe par des hommes et des femmes qui sont déployés en dehors de nos frontières. On le voit très très bien dans la série avec les risques que ça peut avoir. C'est aussi déployer des moyens technologiques. C'est aussi un objet fort en termes d'image. C'est le drone qu'on ne doit pas entendre, qu'on ne doit pas voir, qui survole en permanence. Et donc, c'est tous ces outils en fait qui sont mis en commun, qu'ils soient humains, technologiques, avec une ambition. C'est finalement préserver les intérêts d'un État. C'est pouvoir agir en dehors de nos frontières, préserver un moyen d'action et une certaine autonomie. Voilà, ça répond à la nécessité de l'État. Alors, bien entendu, on entre là sur un terrain qui est tout à fait miné, puisque une manière juridique de penser est toujours à l'affût des opérations clandestines que mène l'État, puisque elle relève cette fois de la décision d'agir à l'avance, qui suppose bien entendu que l'action qui est menée pour cela soit elle-même clandestine. Comment les clandestins sont-ils recrutés ? Il y a deux possibilités, ou bien c'est une personne qui appartient à l'univers civil, ou bien c'est une personne qui appartient à l'univers militaire. Donc d'abord, ces gens vont intégrer le service de la DGSE, dans lequel ils vont pouvoir avoir des quantités d'activités, des quantités de spécialités qui n'appellent pas nécessairement à être officiellement un clandestin. Les qualités recherchées, c'est les qualités qu'on recherche dans plein de professions. Il faut certainement avoir une propension au déguisement, enfin à la dissimulation que n'importe qui n'est pas forcément... Enfin, tout le monde n'est pas fan de ce genre de fonctionnement, mais il faut certainement ça. Et puis après, il faut des vraies qualités de curiosité, de discrétion, de sens de l'État. Ça me paraît être des critères de ne pas s'affoler, de pas se tomber en nage quand il y a un problème, de pas rougir à la moindre émotion, voilà. Mais il y a des gens qui peuvent le faire, et il y en a d'autres qui peuvent pas. Peut-être que ces gens-là sont pas faits pour être des agents secrets. Je pense que la DGSE et n'importe quel service de renseignement cherche l'excellence dans tous les domaines dont elle a besoin de se servir. Bon. Donc, que ce soit des domaines techniques, technologiques, des domaines d'expertise, des domaines de savoir, bon voilà, et aussi des domaines physiques, puisqu'il y a le service action, voilà, donc il y a des gens qui sont spécialisés dans l'action. Je pense que la DGSE est capable de recruter des gens qui n'ont aucun diplôme, mais qui sont considérés comme étant excellents dans leur domaine. Ce qui est intéressant, en discutant avec quelques personnes de la DGSE, c'est de réaliser qu'en fait, un risque, un danger, un vrai défaut que pourrait affronter un service de renseignement, c'est le dogmatisme. Le dogmatisme empêche d'être excellent. Donc, lutter contre le dogmatisme à tous les niveaux, que ce soit au niveau des analyses, au niveau des débats, au niveau des brainstorming, au niveau évidemment des décisions et au niveau du recrutement, c'est très important. Le renseignement, c'est un service qui est rendu à l'État ou à ceux qui sont les clients du renseignement. En général, c'est l'État, les ministères, mais des entreprises aussi peuvent avoir besoin de renseignements et des particuliers. Bon, donc le renseignement, c'est un service. Voilà. Alors, pour rendre ce service le mieux possible, il est nécessaire, je crois, de s'appuyer sur une vision non dogmatique du monde. Dans le bureau des gens, je pense que ce qui les motive, c'est le patriotisme déjà. Après, je pense qu'on ne choisit pas ce métier-là ni par hasard, ni uniquement pour des belles raisons. Je pense que c'est aussi probablement des structures psychiques un peu particulières, évidemment très différentes à chaque fois. Il n'y a pas un profil type, je pense. Mais c'est quand même des gens que ça intéresse ou que ça amuse ou pour qui c'est indispensable d'avancer masqué, d'avancer caché. Et donc ça, je pense que tout le monde ne veut pas le faire et tout le monde ne peut pas le faire. J'étais bien.
Comment ça? Je sais pas, m'interroger, c'était bien. Sympa, les claques, tout ça. Vous êtes résistante. C'est le sport, hein. Je me rappelle plus très bien comment on a pu imaginer les scènes de formation de Marina Loiseau, mais en fait, moi j'ai quand même une expérience un peu longue de la création narrative sur ce genre de choses, puisque j'ai fait Les Patriotes en particulier, un film qui était sur le Mossad et qui est en 91-92. Et là, il y a des scènes de formation aussi. Celles-là, je les avais lues dans des livres écrits par des anciens agents du Mossad. Donc voilà, je me suis inspiré de ça, puis ensuite l'imagination travaille, et puis voilà. C'est pas la première fois que j'écrivais les scènes de formation d'agents. Quand je me suis mis en contact avec la DGSE pour les prévenir que j'allais faire une série sur la DGSE, j'ai appris effectivement qu'ils m'avaient à la bonne, puisqu'ils appréciaient Les Patriotes, et en particulier, quelques extraits du film étaient soumis aux apprentis agents pour servir de base à la transmission d'une technique. C'était pour servir de base comme ça, un peu de manière intéressante, amusante. Et par contre, ils n'ont pas voulu me dire, j'imagine que c'est secret défense, ils n'ont pas voulu me dire quels extraits du film étaient projetés. Voilà, c'est une formation assez rude, quoi, mais c'est... Voilà, pas d'affect, voilà. No affect. Jamais. Enfin, essayez du moins. Sur le terrain, on peut être amené à rencontrer des gens et effectivement que la distance entre la cible et l'agent ne soit pas forcément, soit un peu floue parfois. Enfin, la frontière, quoi. Ça arrive, mais ça fait partie du métier. Et je pense que c'est ça aussi qui intéresse Éric Rochant. C'est comment ces gens-là se démènent avec des obstacles, ouais, qui sont la manipulation, la violence. C'est très romanesque, justement. C'est ça qui fait aussi la puissance du bureau. Vous avez 2 cercles. Le premier, c'est pour les amis. Le deuxième, c'est pour les cibles. Ces 2 cercles ne doivent jamais se rencontrer. Les amis restent des amis. Les cibles, vous pouvez faire amis avec elles, mais ce ne sont pas des amis. Ça veut dire quoi? Que vous pouvez détruire leur vie en 1 minute. Sans état d'âme. Vous ne les aimez pas, vous ne les appréciez pas, vous n'avez pas pitié d'eux. Eux, ils peuvent vous aimer. Ils doivent vous aimer. Mais vous, ce sont vos proies. Marie-Jeanne, elle a une manière d'enseigner qui sera la manière de Marina de travailler, en fait, en tant que clandestin. C'est-à-dire, c'est d'être toujours dans l'évocation de quelque chose sans le nommer et de toujours contourner. C'est-à-dire qu'il y a cette manière d'expliquer les choses où tu vas amener l'autre toujours à comprendre, comme les psychanalystes, où ils vous amènent toujours à comprendre vous-même le raisonnement sans qu'ils vous le donnent, en fait. Donc elle va juste donner les éléments nécessaires avec même des petites pirouettes pour que votre esprit se mette en route d'une certaine manière, mais qui trouve lui-même les raisonnements. C'est ce qui est vraiment douloureux, moi, je trouve, dans ce métier, parce que c'est le seul point sur lequel je me suis dit, justement, moi, là, à l'inverse de si j'étais Marina, je pense que la chose que je ne pourrais absolument pas gérer, c'est ce point-là. C'est-à-dire de réussir à mettre une muraille sur l'affect. Et ça, c'est des choses qui sont extrêmement difficiles parce qu'on nous amène à se déshumaniser, en fait. Moi, je trouve que Marina Loiseau a un côté très Jeanne d'Arc. Déjà par sa féminité, par sa jeunesse, par son apparente candeur, par sa coupe de cheveux. Après, c'est un peu un animal à sang-froid quand même pour moi, Marina Loiseau. Mais évidemment, oui, évidemment, comment dire, maîtriser ses affects, c'est ce qu'il y a de plus difficile. Alors après, elle est formée, elle n'y arrive pas toujours complètement. Et puis maîtriser son affect, ça ne veut pas dire ne jamais être affectée. C'est pas du tout la même chose. Par exemple, saison 2, quand Chapour est arrêté, torturé, etc., et que les services iraniens les mettent en présence, elle voit quand même ce garçon pour qui elle avait de la sympathie, et qui est dans un état pas possible à cause d'elle. Elle en est évidemment affectée. Mais l'affect doit toujours s'effacer devant la raison d'État, quoi. Enfin, comme tous les clandestins, ce qui est très important, c'est de savoir compartimenter, cloisonner, en fait. C'est un peu l'art du cloisonnement. En plus, pour mentir et pour vivre comme ça, souvent, il faut mettre un peu de vérité dans le mensonge. Enfin, je pense, par exemple, que c'est très, très compliqué
d'être proche de quelqu'un qu'on déteste vraiment humainement. C'est-à-dire, je pense qu'on peut faire semblant jusqu'à un certain point, mais je pense qu'on peut un peu envoyer à l'abattoir des gens qu'on trouve sympathiques, par ailleurs. Ce qui est quand même très particulier. Mais voilà, on le fait en sachant pourquoi on le fait. Donc ça a du sens. D'après ce que j'ai compris, le profilage d'un impétrant à la DGSE est très très lourd et passe par un examen psychologique de ses capacités. Et on m'a raconté une histoire que j'ai trouvée très intéressante, c'est que parmi les gens, vous pensez bien, ils vont bientôt être 7000 agents au service, donc il y a eu 7000 profils psychologiques, et puis vous avez un turnover relativement important. Et parmi ces gens qui passent, il y a obligatoirement des gens qui ont des problèmes qui seraient gérables dans une entreprise normale, mais qui, à la DGSE, posent des difficultés. Il y a des gens qui ne peuvent pas assumer les conflits, des gens qui ne peuvent pas assumer le stress, des gens qui vont être parano, des gens qui vont être... tout est possible. Un gars ou une fille qui aime bien boire son petit coup, que ça pose aucun problème, et qui vire alcoolique, c'est des choses comme ça que j'ai cru comprendre. Ou qui ne pouvaient pas assumer des missions difficiles, ou qui avaient pu mener bien leur mission, mais qui ne s'en remettaient pas ensuite. Eh bien, on m'a dit que parmi les gens qui ont eu des problèmes à la DGSE, la quasi-totalité avait été décelée dans le profilage psychologique de l'embauche. Dans le recrutement, ça c'est très important, et ça c'est évoqué aussi. On fait attention à ne pas recruter de pervers. Ça, pas trop de jouissance. Vous savez, quand ils disent, à un moment donné, là encore, je ne sais plus dans quelle saison, dans quel épisode, mais patriote, mais pas fanatique. Patriote, mais pas fanatique, ça veut dire pas de pervers. Pas quelqu'un qui va jouir trop de l'action secrète. C'est ça, un soldat. C'est quelqu'un qui fait des choses qui peuvent être palpitantes, mais qui doit rester ascétique. Pas trop en jouir. Parce que sinon, ça veut dire qu'il est pervers. Ce que j'ai découvert en allant à la DGSE, en découvrant les gens qui travaillent là-bas... Jules Sago, acteur. C'est le patriotisme, et qui était en fait une notion que moi je ne connais pas du tout. Enfin, je pensais pas que c'était quelque chose qui pouvait être de l'ordre d'un sentiment, quelque chose qu'on ressent en soi profondément pour la France, des choses comme ça. Moi, je l'ai jamais eu, j'ai jamais été éduqué avec ces idées. Et je pense que le patriotisme, c'est ça qui... Et j'ai trouvé ça très beau, en fait, de voir ce qui habitait ces gens. En tout cas, ils ont quelque chose... oui, d'une foi. Hein. Mathieu Amalric, acteur. D'une foi dans quoi? Est-ce que c'est la patrie? Pas sûr. Je sais même pas maintenant si c'est vraiment la France. Je pense que c'est des valeurs. Je pense que clairement, les clandestins, il y a quelque chose comme ça. Il y a une loyauté et il y a un dévouement total pour l'État, pour la France, pourquoi ils sont là, en fait. Et je pense que c'est ça aussi, il y a une espèce d'addiction à un moment donné à ça, parce que de se dévouer complètement pour la patrie, pour l'État, il y a quelque chose d'assez grisant. De se dire que quelque part on existe presque plus pour nous, on existe que pour servir. Mais il faut effectivement des natures, je pense, extrêmement... pour faire ça sur des années. Parce que je pense qu'il y a des clandestins qui font ça juste de temps en temps, qui ont des missions particulières sur un temps donné. Mais là, dans le bureau des légendes, on met en scène, on décrit des clandestins qui font ça vraiment pendant des années et des années. Je voulais vous dire au revoir. Au revoir et bonne chance. Vous avez toute notre confiance. Merci, monsieur le directeur. Vous êtes tellement jeune. Merci. Les voyages forment la jeunesse et c'est un grand et long voyage que vous commencez aujourd'hui. Et quand vous aurez terminé la mission, dans 2 ans, dans 6 ans, dans 10 ans, je ne serai peut-être plus là. Monsieur le directeur, vous êtes un peu pessimiste pour un jour de fête. Je ne serai plus là à la DGSE, je serai encore vivant, enfin, je touche du bois. Mais je ne serai plus là pour vous accueillir. Ce n'est pas important. Ce ne sont pas les hommes qui comptent, ce sont les missions.
Vous venez d'écouter le premier épisode du podcast Espion, une vie sous légende. Dans le prochain épisode, à quoi ressemble la vie des clandestins sur le terrain ? Tu peux pas jouer. T'y crois totalement, sinon t'es cuit. Parce que nous aussi, on est clandestins quand on joue. J'ai été voir ma femme, je me suis dit, je vais mourir. Le Bureau des légendes, créé par Éric Rochant, produit par Top, The Oligarchs Productions et Fédération Entertainment, est une création originale Canal+. Retrouvez tous les épisodes en exclusivité sur MyCanal. Pour continuer à explorer l'univers du Bureau des légendes, découvrez gratuitement les autres épisodes du podcast Espion, une vie sous légende sur MyCanal, Apple Podcast, Google Podcast, Spotify et toutes les plateformes. Ce podcast est produit par To, The Oligarchs Éditions et Canal+. Il a été écrit et réalisé par Pauline Blisten, Samuel Dequint a assuré la prise de son, Basile Catelin le montage et le conseil sonore, Antoine Caracci l'habillage et le mixage.